Hello à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire sur le top 10 des villes françaises. On est dans les bureaux Mastéos. Je vais vous les montrer juste après. Je me demande si on n'attend pas une minute ou deux. Si vous m'entendez, je veux bien qu'il y en ait un qui confirme sur le chat, comme ça on teste un peu le chat. Ouais. Salut. C'est gentil d'avoir fait une pause déj pour nous écouter. Vous allez avoir un top 10 des villes où investir qui est totalement objectif et scientifique pour une raison très simple, c'est qu'on est présent dans aucune de ces 10 villes. Donc ce n'est pas du tout un exercice commercial pour vous inciter à passer par Mastéos, c'est du pur partage de knowledge désintéressé. J'attends une minute ou deux et je suis à vous. J'en profite pour vous montrer les locaux de Mastéos qui sont derrière moi pour ceux qui ne les connaissent pas. Voilà. On est environ 100, 150 dans les bureaux parisiens et on est 450 en tout chez Mastéos sur 3 pays et 15 villes. On est en Espagne, en France, en Belgique et on est présent dans une quinzaine de villes, mais aucune ne figure dans le classement que je vous présente aujourd'hui. Bon, je démarre. Je suis avec mes deux assistantes, plus qu'assistantes, chefs de communication, Audrey et Oriane, qui m'assistent sur ce webinaire. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser sur le chat. Et on est parti, je vais vous présenter le PDF. Ça, vous allez pouvoir suivre avec moi. Hop, et voilà. Donc, cet exercice, c'est un exercice scientifique où on a pris 500 grandes villes et on a chopé toutes les datas possibles et imaginables sur ces villes. Donc, c'est un grand Excel avec les 500 plus grandes villes de France et une trentaine de colonnes. Sur ces 30 colonnes, en gros, il y a 10 critères qui comptent, enfin une dizaine. Alors, 6, pardon, mais j'en ai rajouté d'autres, mais il y en a 6 principaux et après, il y en a des mineurs. Les 6 critères principaux, c'est d'abord, je vais partir du prix. On fait en sorte de ne pas se retrouver dans des coins paumés avec une prise de risque. Parce qu'en général, les villes qui sont à 1000, 1500 du mètre carré, elles sont pas chères pour une raison. Et c'est rarement une très bonne raison. Si c'était des villes exceptionnelles, elles seraient probablement pas à 1000 euros du mètre carré. Donc pour éviter qu'on se retrouve à Maubeuge ou je ne sais où, on a pris un filtre minimum à 2000 euros du mètre carré. Donc on est sur des villes de qualité et on veut que ce soit des villes qui soient liquides et profondes, donc plus de 40 000 habitants, pour qu'il y ait de la liquidité de marché à la revente et un rendement minimum de 6% brut. C'est-à-dire que si on divise le loyer moyen par le prix moyen, ça fait au moins 6%. En général, quand une ville est rentable, c'est-à-dire quand une ville fait plus de 6% de rendement locatif, il y a un risque qui va avec. Le rendement, il rémunère un risque. Et bien là, dans cette étude, on est en train de voir s'il n'y a pas des anomalies de marché qui font que certaines villes rentables le sont sans le risque qui va habituellement avec. Et comment on essaye d'atténuer le risque? Le risque locatif, c'est quoi? C'est la probabilité que mon bien ne soit pas loué. Donc pour contrer ce risque, on va mesurer le niveau de tension locative et on ne va garder que les villes qui ont un bon niveau de tension locative. 2, mon risque, c'est que j'ai des locataires qui ne soient pas solvables, que j'ai une population pauvre qui ne soit pas capable d'être bon payeur sur les loyers. Et pour juguler ce risque, on va mettre un filtre sur le revenu médian. Donc on ne va prendre que des villes qui, en plus de faire plus de 2000 euros du mètre carré, d'être à plus de 6% de rendement, de faire plus de 40 000 habitants, ont une tension locative maximale, et je vous dirai comment on la mesure, et ont un revenu médian important. Important, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins supérieur à la moyenne française. Donc, c'est des villes qui, dans le classement, sont en général à 23, 24, 25, jusqu'à 28 000 euros de revenus médian par habitant. Et une dynamique des prix positive, ça c'est important, parce qu'il y a des villes qui satisfont à tous ces critères,
mais qui sont en déperdition, qui sont en perte de vitesse, qui n'attirent plus pour une raison X. Pour filtrer ces villes-là qui sont en perte de vitesse, on va mesurer l'augmentation des prix à 5 ans et à 6 mois pour voir si sur le long terme comme sur le court terme, on est sur une ville qui est sur une dynamique de prix haussière. Et une tension transactionnelle positive, ces 10 villes sont des villes où il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc on est sur une pression transactionnelle forte, on est sur un marché tendu. Voilà, donc il n'y aura pas de problème à la revente. Je crois que j'ai tout dit sur les critères. Je crois que j'ai tout dit, absolument. Donc ça en fait un peu moins de 10, mais au moins... Et alors, quand j'ai fait cette étude, je me suis dit, aucune ville ne passera tous ces critères à la fois. C'est pas possible, parce qu'il y en a qui sont antinomiques. En général, une ville qui est très rentable, elle est rentable pour une raison, c'est que le prix est bas, parce que le revenu médian est bas, etc. Bah là, en fait, à ma grande surprise, il y a des villes qui valident tous ces critères à la fois. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, parce que je me sens très seul, sans retour du public. Et je mets tous mes espoirs sur Pierre-Emmanuel qui rédige un message. Pierre-Emmanuel, ne me déçois pas. Mathilde, les 4 critères que tu as enlevés juste pour savoir. Ah oui, alors attends, je vais regarder mon Excel. J'avais rajouté quoi? Bah en fait, qu'est-ce que j'ai? Attends. Ouais, après, c'est des trucs qui sont des combinaisons d'autres critères. Par exemple, il y a un des critères dont je ne vous ai pas parlé qui va mesurer la sous-valorisation de la ville. Et pour ça, on va regarder quel est le pouvoir d'achat moyen d'un ménage mesuré en mètres carrés. Par exemple, à Paris, le pouvoir d'achat moyen d'un ménage, il faut juste que je le retrouve dans mon Excel, mais je crois que c'est 30 mètres carrés. C'est-à-dire qu'à Paris, quelqu'un qui gagne normalement sa vie peut grosso modo pas s'acheter grand-chose à part des grandes toilettes. Quand on va dans certaines villes, voilà, à Paris, on a 22 mètres carrés de pouvoir d'achat moyen pour un ménage résident. C'est nul. Ça veut dire quoi? Bon, sans doute parce que c'est Paris, bah, que la ville elle est relativement survalorisée. Survalorisée par rapport au revenu médian des gens. Les gens n'ont pas le budget pour se loger. C'est-à-dire que les prix sont trop élevés, sont objectivement survalorisés. Et donc moi je regarde, c'est un des critères dont je ne vous ai pas parlé, si ces villes-là sont sous-valorisées en regardant le pouvoir d'achat moyen en mètres carrés. Et vous allez voir, je vais vous les donner à chaque fois. En général, on est sur des villes dont les revenus sont très élevés et ne sont pas reflétés par le prix du foncier, ce qui est très rare. Normalement, une ville où les gens sont riches est une ville où les prix sont chers. Et là, on est sur des villes sous-valorisées parce que les gens ils sont riches et les prix sont très faibles. Et cette déconnexion, c'est une anomalie financière à arbitrer. Donc, c'est un des critères. Et est-ce que j'en ai oublié d'autres? Après, j'ai un indice de location courte durée. Et j'ai quoi? Ah oui, j'ai le nombre de jours pour revendre un bien. Ça, c'est de la data assez dure à choper. Et ça donne un indice de liquidité. Voilà pour les critères que je n'ai pas mis en avant. Donc, c'est assez complet. Et on commence. Attention, on commence par, je crois, ma préférée ou pas loin, Quimper. Il faut se dépêcher parce que depuis que j'ai fait l'étude... Alors attends, Mathilde, est-ce que tu as pris en compte aussi les aléas naturels de chaque ville? Est-ce qu'il est possible d'avoir l'Excel utilisé pour l'étude? Ben voyons, là, je vous donne tout. Prenez mon ordi. Oui, Julien, si tu m'écris sur LinkedIn et que tu es gentil, je te l'enverrai. Et Mathilde, les aléas naturels. Alors, effectivement, une fois que j'ai filtré tout ça, j'ai quand même regardé dans le détail s'il n'y avait pas des villes à éviter. Et il y en a assez peu dans le classement qui ont des aléas naturels. Je ne sais pas, près d'une centrale nucléaire, ça dépend ce qu'on appelle un aléa naturel, sur une faille sismique. Mais j'en ai pas dans le classement qui m'est choqué en termes d'aléas naturels. Ouais, Olivier, oui, j'ai repris une partie des précédents Excel, mais je l'ai un peu étoffé et mise à jour. Et Kamal, la typologie de bien, je t'avoue que je suis parti sur un 50 mètres carrés. Donc, j'ai pas fait dans la dentelle, j'ai pris vraiment le bien moyen à 50 mètres carrés dans chaque ville. Voilà.
Qu'est-ce que tu veux de Pierre-Emmanuel? Je prends encore une petite question avant de commencer. Marché locatif, meublé nu, j'ai pas ce niveau de granularité. Nous, on mesure la tension locative par plusieurs moyens pour savoir s'il y a une demande. On ne sait pas si elle est pour du meublé ou du nu. Nous, on fait plutôt du meublé, mais on va regarder les annonces en ligne. On va mesurer combien de temps elles restent en ligne sur un certain échantillon. Donc, les villes où il y a beaucoup de tension locative, les annonces de location partent très vite. Et ça, on le mesure. On regarde notre propre data en interne. On utilise aussi la data de Casafari, qui est un partenaire. Et on utilise la data du tensiomètre locatif que vous pouvez utiliser gratuitement en tapant tensiomètre locatif sur Google, qui est hyper fiable. Voilà. Mais il n'y a pas de distinction nu-meublé. Je commence, si ça vous va, par Quimper. Quimper qui était numéro 2 des villes où il fait le mieux vivre en France dans le classement L'Express il y a quelques temps. Et c'est assez étonnant de voir que la ville est encore à 2000 euros du mètre carré. Alors, petit bémol, depuis que j'ai fait cette présentation le mois dernier, elle a encore pris, elle est vraiment en train d'exploser. Donc, ceux qui sont intéressés par Quimper, il faut vraiment pas perdre de temps parce que les prix prennent littéralement 5% tous les mois. Et ça fait baisser d'autant le rendement parce que les loyers n'évoluent pas aussi vite. Donc, le rendement qui est à 5,91 le mois dernier, je crois qu'il est tombé un tout petit peu en dessous ce mois-ci. Et on est sur une ville qui est encore à 2000 et quelques du mètre carré, avec un revenu médian qui est super élevé par rapport à la Bretagne. Je vous rappelle que la Bretagne, c'est une région foncière à 3000 euros du mètre carré. Et pour une raison tout à fait obscure, Quimper, qui est une ville sublime, est un tiers en dessous des prix bretons, alors que le revenu médian de Quimper est plus élevé que la moyenne bretonne. Donc on est sur littéralement une anomalie statistique et il faut l'arbitrer. Et en plus, on joint l'esthétique à l'utile parce que c'est une belle ville et c'est une ville rentable. Et j'ai une Bretonne dans la salle qui confirmera, n'est-ce pas? Voilà, donc on peut passer, je crois que ça c'est assez évident que c'est une ville d'avenir. Je voulais rester dans la Bretagne, donc je vais parler de Lorient. C'est bien en Bretagne. Notre Bretonne de service confirme. Lorient, c'est une ville qui m'a beaucoup plu, déjà statistiquement parce qu'elle fait partie des 10 du filtre, mais surtout parce que LinkedIn a fait une étude il y a 2 semaines sur les 23 millions de profils LinkedIn français pour regarder les mutations professionnelles, donc des gens qui changent de ville. Et Lorient faisait partie des 3 villes de France, avec Bordeaux notamment, où les Français font le plus de mutations professionnelles. Donc ça paraît assez dingue parce qu'on pourrait penser à Lyon ou Marseille. Et en fait, non, Lorient est numéro 3 du classement. Les Français vont travailler, enfin les Parisiens notamment, vont travailler à Lorient. C'est une ville qui attire les pros et donc c'est une ville qui est dynamique. Euh, le revenu médian est un peu bas, mais je pense qu'il n'a pas été actualisé depuis par l'INSEE. Il doit être supérieur à l'heure où on parle parce qu'il y a des vraies mutations de Parisiens qui sont en général mieux payés que les locaux. La prise de valeur, elle est manifeste. Je crois que c'est celle qui a le plus pris en valeur du classement. Oui, c'est le cas. Ensuite, on a un dynamisme économique qui est drivé par toute l'activité maritime. On l'appelle la ville aux 5 ports. Et c'est la seule ville du classement qui est encore à 1% de rendement. Mathilde, écoute, je ne veux pas te répondre sans savoir dans le détail. Moi, ce que je constate, c'est que ces flux de Parisiens, qu'ils louent ou qu'ils achètent, ils alimentent un certain dynamisme qui se reflète dans la tension locative. Moi, la tension locative telle que je la mesure, elle a un score maximal. Je ne me suis pas demandé par quoi elle est alimentée, mais en tout cas, je constate. Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y en a qui achètent, il y en a qui louent, un peu comme partout. Il y en a qui vont travailler à Lorient parce qu'il y a une base militaire, ou je ne sais pas, et donc c'est temporaire et ils vont louer. Il y en a qui vont s'installer à Lorient forever. Voilà. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, statistiquement, je constate que c'est une ville où les mises en location sont extrêmement rapides. Elles prennent moins de 2 semaines en moyenne. Et c'est très rare dans des villes aussi rentables. En général, les tensions locatives maximales se font dans les villes les moins rentables. J'expliquerai pour ceux qui n'ont pas le mécanisme. Mais en général, quand la ville est chère, les gens préfèrent louer. Et comme tout le monde préfère louer parce que la ville est chère,
Ça crée une tension locative maximale. Et les villes chères sont les villes pas rentables, par définition, parce qu'une renta, c'est un loyer sur un prix. Donc, si le prix est très élevé, la renta est très basse. Et quand le prix est élevé, les gens préfèrent louer. Il y a une tension maximale dans les villes les moins rentables. Là, ce n'est pas le cas. Lorient, c'est rentable avec une grosse tension locative qui attire beaucoup de pros. Donc, c'est vraiment un play hyper safe que je conseillerais à ma famille. Après, il faut y aller, il faut connaître la ville, etc. Ensuite, je voulais aller, après Lorient et Quimper, je crois que j'en ai fini avec la Bretagne dans mon classement. On peut aller de l'autre côté de la France, vers l'Est, où j'ai trouvé des pépites dont je suis complètement addict, notamment Thionville, on va commencer par elle, pardon. Thionville, qui est une ville très mignonne et qui est littéralement la plus rentable du classement, alors même qu'elle a un des revenus médians les plus élevés. Donc on est sur la ville qui a le record entre le revenu versus le prix, le revenu médian versus le prix au mètre carré. Et c'est la ville où les habitants ont mécaniquement le plus gros pouvoir d'achat moyen. Un habitant à Thionville peut s'acheter en moyenne 85 mètres carrés. Donc ça veut dire que les prix, ils n'ont pas encore absorbé le revenu des habitants locaux. Et pourquoi les habitants de Thionville sont si riches? Parce que Thionville est à 30 minutes du Luxembourg. Et les habitants de Thionville vont bosser au Luxembourg, où sans doute les salaires sont beaucoup plus élevés, et ils viennent dépenser ces salaires dans les loyers de Thionville. On a une grosse tension locative, parce que là, pour le coup, on a beaucoup de professionnels qui sont là de passage, parce qu'ils sont consultants chez KPMG au Luxembourg, et ils se mettent à Thionville pour préserver leur pouvoir d'achat, parce qu'au Luxembourg, tout coûte le triple. Le prix immobilier moyen au Luxembourg, c'est 12 000 € du mètre carré. À Thionville, c'est 2 000. Donc, les gens préfèrent se loger à Thionville et gagner leur argent au Luxembourg et sont là temporairement, donc sont locataires. Donc, on est sur une ville qui est pas chère, dont le revenu médian est extrêmement élevé comparé à la moyenne française, dont le rendement locatif est le plus élevé de toute l'étude, et dont le pouvoir d'achat moyen est le plus élevé. Donc, on peut objectivement dire que la ville est sous-valorisée. C'est une ville qui, je pense, un potentiel d'appréciation énorme, notamment par contagion des prix luxembourgeois vers Thionville. C'est une contagion économique qui se fait par leur proximité géographique et qui marche systématiquement. On a une autre ville qui est dans ce cas de figure, et je vais en profiter pour en parler maintenant. C'est Annemasse, justement, elles sont côte à côte. Annemasse, c'est exactement le même play. Alors moi, j'y suis allé une fois de passage pour aller à une station de ski. C'est pas une ville qui est aussi belle que Quimper, Colmar ou Arles. Néanmoins, c'est une ville qui a l'excellent argument d'être à 15 minutes. Là, c'est même plus 30 minutes comme Thionville, c'est 15 minutes de Genève. Et Genève, c'est Luxembourg sous stéroïdes. C'est-à-dire qu'on n'est plus à 10-12 du mètre carré, on est à 15-20. Les salaires ne sont pas juste 2-3 fois plus élevés, ils sont 4 à 5 fois. Enfin, c'est tout sous stéroïdes. Et donc, cette contagion géographique du dynamisme genevois sur Annemasse, on le retrouve à nouveau. Et on a sans doute le plus gros revenu médian du classement, encore plus que Thionville, pour un prix qui est plus à 2 000 €, qui est à 3 000 €, mais qui continue à offrir du 6,6% de rendement. Donc, on est sur une ville qui est rentable, où il n'y a absolument aucun sujet de vacances locatives, c'est-à-dire que le parc est plein à craquer. Dès qu'il y a un appartement de libre ou une chambre en coloc, on prend 30 dossiers de locataires, c'est loué en 10 jours. Les locataires sont tous ultra solvables parce qu'ils viennent, ils vont travailler à Genève et donc ils sont payés avec des salaires genevois. Et c'est la ville la moins chère de la région, en tout cas de Haute-Savoie. Et je pense qu'il va y avoir un effet de rattrapage des prix d'Annemasse sur les prix de la Haute-Savoie en général, qui est une des régions les plus chères de France. Donc ça, c'est le même mécanisme que Thionville. Annemasse et Thionville, c'est deux villes sous-évaluées rentables, proches d'énormes pôles économiques qui profitent du dynamisme par rayonnement et par contagion géographique. Et donc, il y a un effet de rattrapage sur lequel miser. On était à Thionville. Je vais prendre une ville pas très loin qui s'appelle Metz. Et alors, Metz, c'est le même play que Thionville, mais sur une ville un peu plus rassurante en termes de profondeur et de taille. Parce que Thionville, on était sur combien d'habitants? Je crois qu'on était à 40 000, je vais vous redonner le chiffre exact. Et même moins. On était à 40 000 habitants.
ce qui est très bien, mais pour le coup, Metz, on est à 120 000. Et c'est vrai que quand on investit, on est toujours plus rassuré de se dire qu'on est sur une ville de plus de 100 000 habitants, parce qu'on sait qu'elle ne mourra pas et que, enfin, Thionville n'a pas de raison de mourir, mais qu'il y aura toujours des acheteurs et un certain dynamisme urbain. Et donc Metz, on est un tout petit peu plus loin du Luxembourg que Thionville, mais il y a un peu le même effet de contagion. C'est une des grandes villes françaises à haut revenu les plus rentables. C'est-à-dire que des villes à plus de 100 000 habitants, avec un revenu médian supérieur à la moyenne française, et qui offrent encore plus de 6,5%, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres, il n'y a que Metz. Donc ça fait, si vous voulez une grande ville, c'est la seule du classement à plus de 100 000 habitants. Si vous avez ce critère de dire je ne veux que des villes de plus de 100 000 habitants, et ben c'est la seule du classement qui satisfasse à tous les critères que j'ai énoncés plus haut. Donc là, c'est vraiment l'aspect grande ville qui vient la privilégier par rapport aux autres. Après, tous les autres critères passent, donc tension maximale, en plus elle est très belle cette ville, rayonnement luxembourgeois qui l'affecte, prix sous-valorisé, pouvoir d'achat moyen en mètre carré énorme, revenu médian moins impressionnant que Thionville, mais à échelle quand même 2 000 € au-dessus de la moyenne française, dynamisme aussi des prix, etc. Je fais une petite pause pour prendre mon souffle et écouter vos questions éventuelles. Et je vais vous emmener sur une troisième ville du secteur qui est la plus belle du classement cette fois, encore plus que Quimper et encore plus qu'Arles. Salut Sam, c'est Colmar. Vous êtes déjà allé à Colmar? Jamais toi? Et toi, Ariane, t'as bien aimé? Ouais, super joli. C'est magnifique, ouais. Hein. C'est Disneyland. Sam, j'avais précisé, je suis agnostique sur la présence de meubles dans le bien. Et c'est une étude qui se base sur le nu et le meublé. Il y a très honnêtement assez peu de différence dans le sens où quand une ville a une tension locative maximale, type Annemasse, elle a lieu en général autant pour le meublé que pour le nu. C'est quasiment impossible d'avoir une ville où il n'y a pas de demande locative pour du nu et énorme demande locative pour du meublé. En général, ça va de pair. Donc, je n'ai pas fait la distinction dans cette étude. Après, je t'invite à plutôt privilégier le meublé, notamment pour les villes de transit, de passage comme Thionville et Annemasse, parce que les gens ont besoin de clés en main, parce qu'ils n'ont pas vocation à s'éterniser. Alors, Colmar, c'est vrai, quand on investit, c'est pas forcément purement financier. Oui, c'est clair, le meublé, tu peux louer un peu plus cher. C'est pas forcément uniquement financier quand on investit. Pour ceux qui l'ont déjà fait, il y a quand même pas mal d'émotionnel. Ouais, Benjamin, je confirme. Alors, Olivier. Ouais, Mathilde, je te confirme. Comment je pourrais faire? Oui, il faudrait que je refine un peu les niveaux de tension locative par surface. Je t'avoue que ça me crée un peu de boulot supplémentaire, mais je pourrais l'envisager dans une prochaine étude. Et Olivier, qui connaît par cœur mes tableaux Excel depuis le début de l'année, effectivement, il n'est pas impossible que la tension locative à Colmar ait explosé. Je vais juste vérifier si ce que tu dis est vrai sur Colmar, parce que les niveaux de tension locative évoluent dans le temps. Alors, sur Colmar, j'étais à combien? J'étais à 6. Je vais juste vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Ça vous fait une petite pause. Hop. Ouais, je te confirme que la tension locative à Colmar a augmenté. D'après nos stats et d'après les stats des data providers qu'on utilise, la ville, elle a gagné 3 points en 6 mois. Donc, effectivement, il y a une raréfication des offres de location, il y a une pénurie de biens à louer. On l'a observé aussi sur Reims, par exemple, mais on l'observe aussi à l'échelle de la France à cause des réglementations anti-locatifs type déjà taux d'usure et passoire thermique, etc. Peut-être qu'il y a moins de gens qui se chauffent pour mettre en location des biens et ça crée des effets de rareté et notamment sur Colmar, les tensions locatives augmentent, donc on a plus de locataires que de biens disponibles. Et Colmar, donc tension locative maximale, un super rendement. C'est assez étonnant de voir une ville aussi touristique, aussi belle, à un prix à 2 000 € du mètre carré. Il y en a très peu en France. Il y a des villes touristiques comme La Rochelle, comme
Saint-Tropez évidemment, mais je veux dire, normalement, une ville touristique, elle reflète cet afflux dans le prix du foncier. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et je pense que ça offre une opportunité d'arbitrage de se dire qu'une ville aussi belle ne va pas rester éternellement à 2000 euros du mètre carré, ne devrait pas offrir un rendement si élevé alors qu'il y a un risque locatif si faible. Le revenu médian est très élevé à Colmar. C'est moins impressionnant qu'Annemasse ou Thionville, mais 24 400, je vous assure que ça fait partie des top quartiers français. Donc voilà, Colmar, c'est une ville qui allie l'esthétique au potentiel financier. J'enchaîne sur Draguignan. Donc là, on vous emmène dans le sud. Ma ville préférée dans le sud, c'est Arles. Mais Draguignan, je vous avoue, j'y suis pas allé, alors que les 9 autres, j'y suis allé. Draguignan, c'est une ville qui est juste une pure anomalie statistique pour moi, mais je ne la connais pas plus que ça. Donc peut-être qu'il y a des sudistes dans la salle qui s'y connaissent. Je me suis quand même renseigné auprès de mes copains qui ont vécu. C'est une ville plutôt cossue de l'arrière-pays niçois, où il y a ce fameux décalage entre le revenu médian et le prix du foncier que j'adore constater. Dans mon classement, c'était une des villes les plus objectivement sous-valorisées parce que justement, avec un revenu médian à 27 000 euros, on commence à comprendre que ça fait partie des revenus les plus élevés possibles et un prix à 2 000 euros du mètre carré qui ne reflète pas ça du tout. Donc on est sur une ville à forte tension locative où les gens gagnent très bien leur vie, donc pas de problème de solvabilité des locataires. Et pourtant, on a un rendement qui est hyper élevé, donc qui ne reflète pas du tout le risque pris par le bailleur. Et c'est ça qui est intéressant. Après, je ne pourrais pas vous dire que c'est la ville du siècle, j'en sais rien. En plus, je crois qu'il n'y a pas de gare TGV dedans, mais il y a un arbitrage statistique à jouer pour ceux qui veulent investir dans la région PACA. C'est la ville du Var de plus de 40 000 habitants la plus rentable. Elle est un tiers sous les prix du Var et du PACA. Donc il y a aussi un effet de rattrapage sur lequel tabler. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire, mais elle a le mérite d'avoir passé tous mes critères et donc de figurer dans ce top 10. Une ville qui a quelque chose que Draguignan n'a pas, c'est Arles. Et Arles, pour le coup, ceux qui y sont allés pourront confirmer qui est allé dans cette salle. C'est absolument magnifique. C'est une des villes les plus mignonnes de la région. Il y a un dynamisme touristique qui littéralement fait l'économie de la ville. Je crois que, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais je sais que la majorité des gens qui vivent à Arles sont embauchés dans l'industrie touristique. Et je sens que Christophe y a fait un tour. Très beau CV. C'est quoi un CV? Centre-ville. Ah ouais, waouh. On sent l'urbaniste avec ses mots-clés. Ouais, j'adore, moi. Je suis complètement fan d'Arles. Et en fait, c'est ça qui est bien, parce que quand on fait un investissement locatif, on n'investit pas dans une SCPI où on n'a aucune prise sur le sous-jacent. C'est un vrai projet émotionnel, quoi. On s'investit, on va le garder des dizaines, enfin potentiellement plusieurs dizaines d'années. Et donc, c'est quand même important, ce critère esthétique, il vient vraiment ajouter de l'agréable à l'utile. Et moi, il a une vraie valeur chez moi. Et il y a 3 villes dans mon classement qui ont le critère esthétique. Pour moi, c'est Colmar, Arles et Quimper. Mais Arles, c'est très impressionnant, la beauté de cette ville. Et c'est très impressionnant de voir qu'elle reste 20-25% moins chère que des villes moins sexy comme Montpellier. Alors Marseille, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que Arles, en fait, les prix traduisent pas le dynamisme touristique et le potentiel esthétique de cette ville. On est sur des prises de valeur. Arles ne fait que augmenter. Il y a la fondation NUMA qui s'est mise à Arles. On a le salon de la photographie qui attire des centaines de milliers de personnes. C'est clairement une ville d'avenir qui est en train de continuer à rayonner et d'attirer des gens. Moi, j'ai des amis dans mon entourage parisien qui sont allés vivre à Arles. Et c'est une ville qui va prendre de la valeur en plus d'être rentable à l'heure actuelle. Donc on a du rendement et un upside assez probable sur les prix. Voilà. Voilà pour Arles. Il nous manque 2 villes. Si je ne m'abuse, ouais. Si la ville est majoritairement touristique, on les avoir des locataires uniquement lors des périodes estivales, non. Ah non, parce que moi, ben non, justement, et c'est ce qui explique la tension locative de cette ville, là, je ne parle pas du tout de Airbnb. Je parle de location longue durée classique. Et en fait, ces villes touristiques, elles ont un impact sur la tension locative parce que tout le monde s'amuse à faire du Airbnb. Donc, du coup, il n'y a plus de biens disponibles pour du longue durée.
Et la personne qui accepte de faire de la longue durée dans des villes touristiques, elle a un monopole. Et c'est pour ça, comme il y a peu de biens disponibles pour la longue durée, que l'investisseur en longue durée trouve très facilement un locataire qui vit du tourisme en général, mais qui va prendre le bien sur un bail classique. Donc, il y a le même effet sur Colmar. En fait, tout passe en Airbnb, donc du coup, il y a une raréfication pour les gens qui veulent faire des locations normales, ce qui est notre vision des choses chez Mastos. On n'est pas très Airbnb. Voilà. Ensuite, je passe sur les deux villes proches de Paris, parce que je crois qu'on a un public qui est assez parisien. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que l'Île-de-France est assez contagieuse. Ah oui, on finira par le bolus. Melun, je dois vous avouer que c'est... j'avais pas cette ville dans mes radars, j'avais plutôt des villes comme Le Mans, mais Le Mans, c'est un peu moins qualitatif, quoi qu'on va en parler tout à l'heure. Melun, c'est assez étonnant, parce qu'on est littéralement à 25 minutes de Paris. C'est-à-dire que j'ai des gens qui vivent à Paris qui mettent plus de temps à rentrer chez eux que des habitants de Melun. Je suis notamment ami avec un humoriste qui s'appelle Franjo, qui vit à Melun, alors que enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent avec ses spectacles et qui a fait le choix de rester à Melun parce que la ville est finalement pas désagréable, à 25 minutes de Paris, et les gens qui peuvent pas se loger à Paris, où on est à 10-15 000 euros du mètre carré, trouvent des appartements à 2500, 2800, 3000 euros à Melun, beaucoup plus abordables, et prennent le TER qui dure 25 minutes et qui les amène Gare de Lyon. Donc Melun, en fait, il va y avoir, je reprends souvent cette expression, je m'en excuse, mais cet effet de contagion de Paris via la ligne de transport sur Melun, parce que les gens vont gagner leur argent à Paris et le rapatrient pour le dépenser à Melun, notamment en loyer. Donc ça crée une grosse pression sur les loyers alors que le prix de la ville reste bas, donc ça offre une super rentabilité pour des villes aussi proches de Paris. Revenu médian qui ne fait qu'augmenter parce que justement ça se parisianise, et, euh, une ville assez étudiante. En plus, il y a une antenne d'Assas et il y a deux, trois autres antennes. Donc on peut faire des colocs, les colocs marchent très bien. Nous, on a un gros concurrent qui s'appelle investissementlocatif.com qui a fait l'excellent choix de mettre sa première boutique à Melun pour vraiment bien marquer le fait qu'après 10 ans d'existence, ils ont compris que c'était Melun, la ville avec le plus de potentiel locatif pour leurs clients. Donc, c'est pas un hasard si Investissement Locatif a une agence là-bas. Nous, on a staffé une équipe sur place. On a pas mal de conseillers dans la team qui sont investisseurs à Melun ou qui sont originaires de Melun. Et je vous assure que Melun, dans ces villes justement qui sont proches de Paris et qui reviennent souvent dans la presse, c'est de loin la meilleure. On a entendu parler de Le Mans, de Vendôme, je ne sais pas si vous connaissez, de Bourges, ce genre de villes. Je les ai mis à la moulinette de l'Excel. Et je me suis surtout renseigné auprès des grands investisseurs de l'Île-de-France. C'est Melun qui gagne et c'est la ville qui va le plus prendre en Île-de-France. C'est certain, il y a un effet de rattrapage via la proximité par les transports. Tension locative maximale, tous les critères sont validés, mais il y a cette proximité à Paris que les autres villes n'ont pas. Et on va finir par Chartres. Non, on finira par des villes bonus, mais Chartres, je ne l'ai pas encore abordé. C'est une ville très mignonne, très belle capitale, capitale de la lumière et du parfum. On a une autre ville dans le sud qui est la capitale du parfum qui s'appelle Grasse, absolument. Et de ce que j'ai compris, le Grasse, c'est vraiment là où ils vont chercher les essences et elles sont assemblées à Chartres. C'est le berceau de ce qu'on appelle la Cosmétique Valley. Il y a pas mal de boîtes comme LVMH qui sont là-bas. On a 1 heure de Paris, donc c'est pas les 25 minutes de Melun, mais c'est quand même assez proche de Paris et il y a un énorme dynamisme industriel autour de l'industrie du parfum. Et ce dynamisme économique, c'est la raison de la présence de cette ville dans ce classement, il n'est pas reflété dans les prix. La ville ne devrait pas être si rentable, compte tenu du fait qu'elle est si dynamique, que les gens ont un revenu médian de plus de 26 000 euros, ce qui, on l'a compris, est super élevé par rapport aux moyennes françaises. Et il y a une tension locative maximale. On connaît la chanson. Donc Chartres, c'était la dernière ville qui passait tous les critères et qui a le mérite d'être extrêmement dynamique, ce que d'ailleurs on ne retrouve pas forcément dans les autres villes. Hein. On ne retrouve pas, je ne peux pas vous dire de, euh, de Arles ou de Quimper que c'est le berceau de telle industrie. Là, on est vraiment dans un berceau industriel et ça drive les prix à la hausse de manière structurelle. Et ça rassure.
c'est pas juste un effet de mode, où il y a un vrai argument macroéconomique qui fait que cette ville a un potentiel d'appréciation assez évident, en plus d'offrir une renta à court terme et d'être proche de Paris. Donc vraiment pour les investisseurs, plutôt que s'envoyer un aller-retour à Arles où il y a 5-6 heures de train, 1 heure, on est à Chartres et c'est parti. Évidemment, si vous avez des villes à me suggérer, je vous donnerai mon feedback. Je finis par mon petit bonus. J'en avais mis 5 en vérité, tu te rappelles Audrey, mais on n'avait pas la place graphiquement pour les mettre. Je vais les mentionner. J'avais mis un filtre à... Ouais, je te réponds juste après Sam. J'avais mis un filtre à 2000 euros du mètre carré pour filtrer les coins un peu paumés ou les villes un peu risquées. Néanmoins, il y a pas mal de villes dans le segment 1700-2000 qui sont hyper intéressantes ou alors qui n'ont pas la barre des 40 000 habitants que j'avais fixée. Et c'est le cas d'Épernay. Épernay, c'est un peu à Reims, ce qui est Thionville à Metz. C'est la petite sœur de Reims et c'est la capitale du Champagne avec Reims. On est sur une ville très mignonne où toute la population est embauchée par les grandes maisons de Champagne. Donc en gros, vos locataires, ils sont salariés H, ce qui fait qu'ils sont très solvables. La ville, elle est à moins de 2000 euros du mètre carré. Je ne comprends pas ce qu'elle fait dans ce segment de prix. La renta est stratosphérique. Il y a 0 vacances locatives et les locataires sont solvables parce qu'ils sont salariés des grandes maisons de Champagne. Donc c'est une ville qui, pour moi, ne va pas rester éternellement à ce prix-là. Le seul risque, c'est qu'elle est petite. Je crois qu'il y a 25 000 habitants ou quelque chose comme ça. Je vais vérifier. Moi, je l'adore. Je la trouve trop mignonne. J'ai essayé de faire des offres d'achat sur des biens immobiliers à Épernay à titre perso. J'ai jamais réussi parce qu'il y a juste trop de tension. Le pouvoir d'achat moyen d'un ménage résident, c'est 80 mètres carrés. Donc, on est sur pareil, sur un décalage entre le revenu des habitants et le prix du foncier qui est en bas. Ouais, il y a 23 000 habitants. En fait, le seul problème d'Épernay, c'est qu'il y a 23 000 habitants, donc il y a un petit effet village, quoi. Mais honnêtement, 23 000, c'est pas catastrophique. Ça reste une vraie ville. Je vous réponds après. Niort, c'est la capitale financière hors Paris. C'est la 4e place financière française et c'est surtout la capitale des assurances. Pour une raison étonnante, la plupart des grands assureurs français ont mis leur bureau à Niort. Et donc Niort jouit de ce dynamisme financier avec des gens qui sont du coup bien payés parce qu'en général dans la finance, les cadres sont plutôt solvables. Et donc on a un revenu médian qui alors pour le coup a rien à voir avec les prix du foncier. C'est absurde. Je vais regarder le pouvoir d'achat moyen, mais je me rappelle qu'il était super élevé. Et il n'est pas impossible que ça batte celui de Thionville, qui était le record. Ouais, ça bat Thionville, on est à 88 mètres carrés de pouvoir d'achat moyen par ménage. Alors après, Niort, c'est pas très, très beau. Welbeck disait que c'était la ville la plus laide de France. Je ne suis pas d'accord. Niort, j'adore, mais surtout pour des raisons financières. Et, c'est juste la plus grosse anomalie de prix que j'ai vue du classement. Donc Niort, j'ai un ami qui a acheté un immeuble qui est tout le temps loué. Les locataires sont top. Ça ne peut pas rester à 1600 éternellement. Je crois même qu'elle a pris depuis mon classement du mois dernier. Je vais remettre le prix à jour. Elle a pris 200 € depuis l'été. Donc c'est une ville qui littéralement est en train d'exploser pendant qu'on parle. Angoulême, c'est ma révélation. Je l'avais déjà dans mon viseur, mais elle est vraiment fantastique cette ville. Revenu médian un peu faiblard parce que pour une fois on est un tout petit peu en dessous de la moyenne française, mais rendement exceptionnel. La ville est très jolie. C'est un grand pôle culturel du cinéma d'animation et de la BD. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont liés qui font des études de cinéma, de graphisme, de BD, etc. Il y a un vrai dynamisme des prix à la hausse. En même temps, c'est compliqué de faire à la baisse quand on a 1600 du mètre carré. C'est une vraie grande ville et il y a du tourisme pour ceux qui veulent quand même faire du Airbnb. Il y a une vraie demande. Je veux juste regarder la population. On était sur 41 000 habitants, donc c'est une ville profonde. Franchement, Angoulême, je suis très déçu qu'elle n'ait pas passé mon critère de 2000 € du mètre carré parce que c'est une de mes chouchoutes. Et les deux dernières qui ne figurent pas là, c'est Saint-Brieuc. Alors, je ne connais pas pour le coup. Toi, tu connais Audrey? Je connais, ouais. En bonne buveuse de cidre. Pourquoi Saint-Brieuc? Parce que sur mes 500 villes, c'est celle qui a le plus explosé en prix, en partant de très bas. Aujourd'hui, elle est à 1800, je crois. Pourquoi elle est si peu chère? Qu'est-ce qui fait que Saint-Brieuc soit... C'est pas Roubaix, quoi. C'est pas très sexy, d'accord. Bon, mais manifestement, il y a quelque chose qui fait que les gens vont acheter là-bas.
Ouais, elle est déjà passée à 2 millions de mètres carrés, donc tu vois, c'est déjà. Et ouais, d'accord, c'est pour ça. Et la dernière que j'avais, c'était finalement Le Mans, qui est un Melun en un peu plus risqué. C'est Melun en moins qualitatif, c'est proche de Paris. Il y a certains Parisiens qui viennent y vivre alors qu'ils travaillent à Paris. C'est le même argumentaire que Melun, en plus rentable, en moins cher, mais en un peu plus risqué, ce qui est normal. Voilà. Et je finis avec ces 5 villes bonus, ce classement. Je vous écoute si vous avez des questions. Voilà. Alors oui, pardon, pour revenir à Masséos 2 minutes, même si c'est pas une pub, c'est des bonnes villes. On est présent. Là, on va ouvrir Metz, Melun. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut reacher? C'est essentiellement Metz et Melun où on peut aller. Faut savoir que c'était un travail statistique. Il y a des villes comme Marseille, Bordeaux et Lyon où, à l'échelle d'un quartier, on peut retrouver euh, ces mêmes critères validés. Donc voilà, il ne faut pas non plus se fermer aux grandes villes. Les grandes villes, c'est quand même ce qu'il y a de plus rassurant pour un investisseur. Être dans une ville comme Marseille, on se doute bien que c'est un peu plus safe qu'être dans une ville comme Épernay parce que c'est pas la même profondeur de marché. Donc ne boudez pas les villes où on est déjà présent, qui sont grosso modo les 10 plus grosses villes françaises, mais je vous donne ce classement pour aussi vous habituer aux réflexes statistiques de l'investisseur qui sont, quand on regarde une ville, de regarder si le prix, il, il, est, il va de pair avec un risque et un rendement. Enfin, non, je vais le reformuler autrement. Il faut regarder si le rendement que sert la ville est proportionnel au risque qu'on prend à aller dans cette ville. Donc, quand on va à Saint-Étienne, on a 12% de rendement, on a 12% de risque. Il n'y a pas de demande locative à Saint-Étienne. Donc, le travail statistique de l'investisseur, c'est se dire, est-ce que j'ai identifié une ville dont le rendement n'est pas corrélé au risque? Et c'est le cas de ces 10 villes. C'est des villes qui ont des rendements élevés, mais des risques bas. Alors qu'en finance, la règle fondamentale, c'est que le rendement et le risque vont de pair. Si j'achète une obligation qui me sert du 10%, c'est que l'emprunteur a un profil plus risqué qu'une obligation qui sert du 1%. Et ben pour les villes françaises, c'est la même chose. Donc ça donne des réflexes d'attention quand on choisit une ville comme cible d'investissement. On va regarder est-ce qu'elle est profonde, est-ce qu'elle est rentable, mais est-ce que cette rentabilité est décorrélée du risque? On va regarder du coup le risque via la tension locative, le revenu médian des habitants. On va regarder s'il y a un dynamisme des prix, s'il y a une tension transactionnelle, etc. Place aux questions. Poitiers, alors c'est pas prévu pour nous à court terme. Elle était dans un classement que j'avais fait C'est une des meilleures villes étudiantes. Donc parmi les villes étudiantes qui ont un certain niveau de concentration d'étudiants, c'était une de mes villes préférées. Pourquoi elle n'a pas fini dans mon classement? C'est facile de ne pas y finir, il suffit de rater un des 6-8 critères là. Je crois que ça doit être la tension locative de mémoire qui était. Ah non, elle est au max. Qu'est-ce qui allait pas? Attends, je vais te dire. Je vais te dire pourquoi elle ne figurait pas. Attends. J'ai un revenu médian un peu faible. Et j'étais. Ouais, je suis en dessous de 6%. Alors, c'était un peu injuste parce qu'elle n'est pas très loin de 6%, mais elle est un peu moins rentable que ces villes du top 10. Tu vois, quand tu as Thionville qui te sert quasiment du 7%, alors que les gens gagnent plus qu'à Poitiers, qui a plus de tension locative qu'à Poitiers, les prix sont moins chers. Tu vois, je veux dire, en fait, Thionville, du coup, statistiquement, est devant Poitiers. Mais Poitiers, c'est un excellent endroit où investir. À peu de choses près, ça aurait pu faire partie de mon classement. Alors, Saint-Étienne, vous savez, c'est un peu l'épouvantail des investisseurs locatifs. On en parle beaucoup parce que c'est très rentable, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de demande locative. Je vous prends une ville comme Metz. On est dans le top 5 des villes où il y a le plus de demandes par chambre de coloc. Vous prenez toutes les villes de France et vous mesurez le nombre de candidats pour une coloc versus le nombre de colocs disponibles. À Metz, il y a 6 candidats pour une chambre de coloc dispo. À Saint-Étienne, il y a un candidat pour 2 chambres de coloc dispo. Ça veut dire qu'il y a 12, non plus. Il y a un multiple, mais il y a beaucoup moins de demandes à Saint-Étienne qu'à Metz.
Et c'est ça le problème. Saint-Etienne, on y va, c'est pas cher, c'est rentable, mais c'est très difficile d'avoir un locataire. Et une fois qu'on a un locataire, avoir un locataire solvable, c'est encore plus dur parce que le revenu médian est super faible. La dynamique des prix, elle est en baisse. En fait, ça viole tous mes critères sauf le rendement. Alors, Meaux, j'aime beaucoup. Nous, on est ouvert à Meaux. On a une équipe de chasse à Meaux. Pourquoi ça n'a pas passé mon critère? Parfois, ça se joue à peu de choses près. Ouais, alors c'est une ville qui est assez prime et malgré que la tension locative soit maximale et que le revenu médian soit très élevé, c'est une ville qui est tellement qualitative que les prix le reflètent et du coup la renta elle est plus proche de 5% que de 6%. Mais on n'est pas obligé de faire que des investissements super rentables. Meaux, c'est un très 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 bon choix. C'est simplement qu'au lieu d'avoir du 6%, on aura peut-être du 5,5 ou du 5, quoi. Mais ça ne devrait pas jouer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Montpellier, c'est très bien. On a une équipe à Montpellier. Pour le coup, Montpellier, il n'y a rien qui statistiquement fait, à part le fait que ce soit une grande ville hyper dynamique, elle n'a pas les 6%, elle n'a pas le niveau de tension maximal que je voulais. Quoique, ça, il faut que je vérifie. Attends, je vérifie juste pour Montpellier parce que je crois que ça a vachement évolué. Si, Montpellier, pour le coup, pardon, je suis désolé, on a une tension maximale. Qu'est-ce qui allait pas? Qu'est-ce qui allait pas? Je crois que c'est tout simplement qu'on est pareil, on n'a pas la barre des 6%. En fait, il faudrait que je refasse ce classement et au lieu de mettre une barre à 6%, je la mette à 5%. Toulon, on est ouvert, c'est très bien. En gros, Toulon, c'est le relais de Marseille. Pour ceux qui ont raté le train sur Marseille ou qui se disent, bon, bah, les prix ont augmenté, euh, c'est un peu tard. Et ben en fait, Toulon, c'est le nouveau Marseille. Il y a une contagion des prix sur Toulon. Donc, c'est pour ceux qui ont raté Marseille en 2019, il y a Toulon en 2022. Voilà. Salut Sam. Nîmes, j'adore. Moi, je suis originaire, enfin, ma famille est en partie originaire de Nîmes. J'aime beaucoup. Il y a un peu d'insécurité, hein, comme tu dois le savoir. C'est un peu craignos en ce moment, donc ça m'enchante pas, moi, d'investir dans des villes. Moi, les 10 villes du classement, c'est des villes qui sont aussi relativement safe. Hein. À Annemasse, il y a très très peu de. euh, à Lorient non plus. Enfin voilà, c'est le côté criminalité, ça compte aussi. Hein. Mais oui, c'est une ville rentable et je vais regarder la tension locative sur Nîmes, je crois que c'était pas mal. Je suis étonné de voir que Montpellier est si tendu. Dans ma mémoire, c'était moins le cas l'année dernière. Je crois que ça s'est renforcé. Ouais, Nîmes, il n'y a pas une tension fantastique non plus. Donc, on va pas tarder à aller déjeuner au flunch. Non, Saint-Nazaire, c'est très bien, mais après, Saint-Nazaire, c'est hyper prime. Encore une fois, moi, je suis pas là. Je suis là pour voir des villes qui sont très qualitatives et dont les prix ne reflètent pas cette qualité. Et Saint-Nazaire, c'est une ville très qualitative, mais les prix le reflètent. Pour le coup, Saint-Nazaire, c'est assez cher, il me semble. Moi, j'adore Saint-Nazaire. Hein. Mais c'est pas une anomalie statistique. On a 3500 mètres carrés. En termes de renta, on est très très faible. Donc c'est une ville qui a été largement arbitrée par les marchés. Il n'y a plus beaucoup de gras à se faire. Ouais, ça fait 3,83 de rendement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et Metz, on ouvre dans vraiment pas longtemps. Franchement, j'adore la ville. J'ai toujours dit à mes équipes, mon prochain investissement, il sera à Metz. Et j'attends qu'ils ouvrent. On a trouvé quelqu'un là pour staffer l'équipe. On devrait être prêt sur début d'année prochaine. Chalon-sur-Saône, Benjamin, excellente ville. Excellente ville. Pourquoi elle n'est pas dans le classement? Parce qu'elle est à moins de 2000 euros du mètre carré. C'est en Bourgogne. C'est une superbe ville, très rentable, grosse demande locative. Je connais des gens qui ont investi là-bas. Elle aurait dû figurer dans mon petit bonus des villes de moins de 2000. Mais c'est un tout petit peu plus risqué qu'aller investir à Metz. Mais franchement, si tu as des contacts sur Chalon-sur-Saône, essaye de le prononcer. Et toi? Chalon-sur-Saône. C'est quand même 1300 euros du mètre carré, c'est un peu flippant. En fait, je me dis qu'à 1300 euros du mètre carré, j'ai raté quelque chose, mais normalement, une ville, ça fait pas 1300 euros du mètre carré si elle est qualitative. Donc, je sais que j'ai une de mes très bonnes amies qui investit là-bas, ça marche très bien, mais je sens qu'il y a un risque que j'ai raté. Allez, une dernière question de Benoît et on va faire la sieste. Bon, bah, c'était des remerciements. Merci à tous. N'hésitez pas, vous pouvez me pinguer sur le site si vous avez d'autres questions. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao et merci à Oriane et Audrey.
Ciao, ciao. Bonne journée. Comment je fais pour éteindre?